C'est la parole au littéraire maintenant. On va essayer de revenir sur des considérations plus empiriques, peut-être moins faciles à mettre en équation. L'activité humaine est sans doute l'activité la plus... ça marche ? L'activité humaine est sans doute la plus chaotique, mais on voit que peut-être, avec le travail de François Rodier et d'autres, l'espoir de peut-être commencer à avancer sur une intelligibilité physique d'un phénomène physique qui s'appelle les sociétés industrielles, que pour l'instant, les économistes sont souvent dans la situation des médecins de Molière ou des physiciens pré-coperniciens, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que les ferments du travail de François ou de Gaël Giraud ou d'autres vont nous permettre d'interpréter mieux les principes de fonctionnement de cette structure dissipative la plus habile à dissiper de l'énergie qu'on appelle la société industrielle. Donc, moi, je vais modestement me contenter d'essayer d'apporter quelques illustrations, quelques indices historiques qui permettent de penser qu'il y a un lien intime qu'on commence à explorer entre l'input énergétique dans une machine sociale, dans l'économie et son activité. Alors, je vais commencer par un premier indice qui vient d'une citation à l'entrée du musée du pétrole en Chine. Les Chinois ont longtemps cherché du pétrole, ils en ont trouvé dans les années 50, et pour beaucoup de dirigeants chinois, cette découverte du pétrole en Chine, dans le nord-est de la Chine, là où les Japonais étaient venus le chercher, au Mandchoukou, enfin en Mandchourie, a eu un rôle décisif dans la capacité de la Chine à émerger comme une puissance industrielle. Donc à l'entrée de ce musée, il est écrit les mots suivants: le pétrole a une relation compacte avec la force politique, économique et militaire d'un pays. Une relation compacte entre pétrole, ou énergie au sens large, et l'intensité de l'activité politique, économique, militaire d'un pays. Une relation compacte, ici, au Shift, autour du Shift gravite un certain nombre de réflexions autour de cette notion très intrigante de la capacité à évoluer de conserve entre le PIB et la consommation d'énergie. François Rodier a trouvé cette formule peut-être pas seulement heuristique, mais très intéressante en disant que finalement le PIB était une mesure, un instrument de mesure de la dissipation d'énergie. Donc on a ce graphe qui, voilà, ça n'a pas une valeur explicative, mais c'est déjà un indice intéressant. Ça, c'est un graphe qu'on doit à Jean-Marc Jancovici, qui également a eu une valeur heuristique, je crois, pour le travail de François Rodier, également pour celui de Gaël Giraud. Le fait que quand on met l'énergie en abscisse et le PIB en ordonnée, à l'échelle mondiale, on a quelque chose qui ressemble à une fonction affine, ou comme dit plus précisément Gaël Giraud, une fonction affine par morceau. Là, on a presque un résumé de l'histoire industrielle, et nous, aujourd'hui, on est à un point critique probablement. Est-ce qu'on peut continuer le business as usual? Ça, c'est le dernier scénario de l'AIE. Business as usual, pas de limite physique à l'activité économique. Ici, on a les 30 Glorieuses, pour revenir un peu dans le passé, une croissance économique exponentielle et une consommation de pétrole exponentielle, des ruptures, une pente plus faible à partir de maintenant, et là, voilà, nous, on est un certain nombre ici à s'interroger sur la suite des événements. La petite courbe en jaune, là, c'est le scénario de l'AIE qu'ils appellent 450 ppm, c'est-à-dire le scénario
qui permettrait de rester en deçà des 2 degrés de réchauffement. Et c'est assez intéressant, j'ai découvert ça en construisant ce graphique pour le bouquin, que ce scénario en courbe jaune de l'AIE, d'un scénario de transition énergétique permettant de rester en dessous des 2 degrés, est tout à fait compatible avec le scénario de limite physique dû à la limite des réserves pétrolières, qui est due à Jean Laheyrer, qui est l'un des découvreurs de la problématique, l'un des explorateurs, disons, de la problématique du pic pétrolier mondial. Donc, moi, je ne suis pas vraiment économiste, pas du tout physicien. Je peux que donner quelques indices historiques. C'est ce que j'ai essayé de glaner en faisant cette histoire du pétrole, ou plus exactement l'histoire de la manière dont le pétrole a transformé l'abondance énergétique, a transformé l'expérience humaine. Donc, je vais d'abord vous passer quelques citations de personnages historiques, à mon sens, clés, à des moments décisifs de l'histoire de l'expansion de la société industrielle. Le premier, c'est Lord Curzon. C'est un grand homme d'État qui a été vice-roi des Indes, qui, au sortir de la Première Guerre mondiale, a dit ceci. Il remarquait que, d'une certaine manière, on pourrait dire que la cause des Alliés a flotté jusqu'à la victoire sur une vague de pétrole. Là, je vous ai mis en photo le char Renault FT, qui a joué, dont l'introduction, à partir de 1916, a joué un rôle décisif pour casser la guerre de tranchées et décider du sort des armes de la Grande Guerre. Autre citation, les années 20, ce que nous on appelle les années folles, ce que les Américains appellent les Roaring Twenties. Donc Roaring, c'est comme le lion de la métro Goldwyn-Mayer. C'est aussi comme un moteur qui s'exprime. Et Coolidge a eu cette réflexion intéressante. Il s'est beaucoup interrogé sur le lien entre la puissance émergente des États-Unis et le fait que, par un hasard intéressant, les États-Unis disposaient des plus belles ressources pétrolières mondiales à l'époque. Il a dit qu'il est probable que la suprématie des nations soit en quelque sorte fonction de sa capacité à mettre la main sur du pétrole. Il a dit qu'elle puisse être déterminée par la possession du pétrole. Autre personnage clé du XXe siècle, Stalingrad, qui est probablement le point de retournement de la grande marée, de cette grande machine à dissiper de l'énergie qui était la Wehrmacht. Stalingrad avait pour but de mettre la main, non pas sur Moscou, mais si vous situez Stalingrad, c'est sur la Volga. Le but stratégique de cette bataille décisive, c'était de mettre la main sur le pétrole de Bakou, qui était à l'époque la plus belle source d'énergie abondante et pas chère sur le continent eurasiatique. Et Hitler, en 1941, avant de lancer l'offensive, de se décider à lancer l'offensive sur l'URSS, a dit nous devons prendre possession des champs pétroliers du Caucase, puisque sans eux, le combat aérien contre l'Angleterre et l'Amérique est impossible. Il s'était aperçu que la bataille d'Angleterre a été un des facteurs qui a décidé du sort de la bataille d'Angleterre. C'est certainement le courage des jeunes pilotes britanniques, mais c'est aussi le fait que les Britanniques disposaient d'un pétrole à haut indice d'octane qui était fourni par l'industrie pétrolière américaine. Il faut comprendre que pour raffiner le pétrole et lui fournir pour fournir au carburant un haut indice d'octane, il faut avoir beaucoup de pétrole. Et ça, c'est quelque chose que les usines d'hydrogénation, les usines de carburant synthétique allemandes étaient incapables de fournir. Un autre témoin du lien intime entre la puissance d'une nation, sa puissance économique, et la puissance énergétique. Puissance, c'est toujours une affaire, quand on parle de puissance, c'est littéralement une affaire d'énergie. Harold Ickes, qui était ministre de l'Intérieur et qui a été en charge de l'organisation de l'économie de guerre, de l'économie pétrolière de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, s'est inquiété de voir les ressources pétrolières américaines dilapidées dans la guerre. Et il a dit cette phrase très intéressante, la couronne de l'Amérique,
symbole de suprématie en tant qu'empire mondial du pétrole, est en train de lui glisser sur les yeux. Et en 1944, dans un grand magazine, à grand tirage, il s'adresse à la nation américaine en lui disant « Nous devons impérativement mettre la main sur des ressources en pétrole disponibles. » C'est ce qui va se passer une semaine après Yalta. Sur son retour, à son retour de Yalta, probablement que vous connaissez cet épisode clé si vous vous intéressez à l'histoire du pétrole, Roosevelt, qui était malade, qui était fatigué, qui aurait pu très bien rentrer à Blair House ou à la Maison-Blanche, s'est arrêté sur le Grand Lac amer, c'est-à-dire dans le canal de Suez, pour échafauder une alliance structurante de toute l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle, une alliance paradoxale entre la démocratie la plus avancée du monde et probablement l'un des régimes les plus arriérés de la planète. Cette alliance qui a pu perdurer jusqu'à y compris au-delà d'événements tragiques comme le 11 septembre. Ça reste pour moi, en tant qu'historien, un grand point d'interrogation, cette histoire du 11 septembre et des suites surtout du 11 septembre, qui n'ont pas en aucune manière sapé cette alliance paradoxale entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Alors voilà un certain nombre d'indices. Alors revenons un peu en arrière. Moi j'ai appelé mon bouquin Or Noir. Cette notion d'or noir, elle est intéressante. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce qu'on parle d'or noir ? Tout simplement, le pétrole est la source d'énergie qui réclame le moins d'énergie pour être obtenue, en tout cas jusqu'à une époque récente. Pourquoi est-ce qu'on parle d'or noir ? Eh bien parce que l'industrie pétrolière bénéficie d'un statut tout à fait particulier parmi les industries d'extraction. Elle ne demande quasiment pas d'investissement marginal. En tout cas, durant l'âge d'or du pétrole. C'est-à-dire que vous forez, vous avez un investissement initial, et une fois que vous avez fait cet investissement initial, le miracle de la nature permet au pétrole de remonter de sa propre pression, et ensuite vous êtes tranquille jusqu'à épuisement de la ressource pour une dizaine d'années, une vingtaine d'années, parfois plus dans le cas de l'Arabie saoudite, par exemple. Cette source d'énergie qui se transforme en richesse fabuleuse, c'est absolument vertigineux d'observer à quel point l'or noir a pu extrêmement rapidement générer la plus grande fortune probablement de toute l'histoire, ce qui est celle de la Standard Oil et celle de John D. Rockefeller, que vous avez ici à gauche, dont les capitaux, la source de profit de l'or noir a pu être immédiatement réinvesti dans l'économie américaine de manière complètement anormale en termes de puissance de flot de capitaux. On voit dès avant la création de la Standard Oil en 1870, John Rockefeller envoyait son petit frère William à New York pour investir les profits tout à fait anormaux que générait l'exploitation du pétrole. Ça, c'est un premier phénomène. Donc, une industrie qui est capable de générer des profits, un taux de profit tout à fait hors du commun. Et le deuxième phénomène, c'est l'apparition d'un cartel, d'une cartellisation de l'économie très rapide. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que John Rockefeller a interprété cette cartellisation comme quelque chose qui lui était imposé. Il ne faut pas du tout imaginer un personnage machiavélique qui a été capable d'organiser un cartel par le simple truchement de son intelligence. John Rockefeller lui-même, qui était un croyant, un fervent baptiste, a vu le pétrole générer de lui-même en quelque sorte des structures qui le dépassaient complètement. Et le fait même que le pétrole ne coûtait rien à produire a conduit naturellement les pétroliers à s'associer. Et il a eu cette phrase intéressante
en observant lui-même le phénomène dont il se voyait comme un agent, non pas comme un acteur, il a dit ceci, donc ce phénomène de cartélisation nous a été imposé. Ce mouvement fut l'origine de tout le système d'administration économique. Il a révolutionné la manière dont les affaires sont faites dans le monde entier. L'époque était mûre pour lui. Il devait venir, bien que tout ce que nous percevions alors fût simplement la nécessité de se sauver d'une situation de gaspillage. Et il conclut comme ça, il dit « Le temps du cartel va perdurer, l'individualisme est mort pour de bon ». Donc le grand héros tutélaire du capitalisme a considéré que le mouvement d'organisation, de cartélisation de la production était quelque chose qui était imposé par la nature même de l'industrie pétrolière, capable de générer des profits fabuleux, et donc ayant des coûts tellement faibles qu'il fallait s'organiser pour pouvoir faire perdurer cette industrie. C'est tout à fait frappant. Et il y a un philosophe anglais qui est mal connu en France, mais qui fait partie des grands penseurs du XXe siècle, qui a observé ce phénomène, qui s'appelle Bertrand Russell, et qui a dit, un peu plus tard, dans les années 30, rétrospectivement, en regardant le phénomène de cartélisation de l'industrie pétrolière qui était sans comparaison dans aucune autre industrie, il a dit « Deux hommes ont été essentiels dans la création du monde moderne, Rockefeller et Bismarck. L'un en économie, l'autre en politique, ont réfuté le rêve libéral de bonheur universel à travers la compétition individuelle, en y substituant le monopole et l'État corporatiste. Rockefeller est important non par ses idées, qui étaient celles de ses contemporains, mais à travers sa compréhension pratique du type d'organisation qui lui permettrait de devenir riche. La technique, ça c'est intéressant, c'est que finalement l'acteur économique, y compris pour Rockefeller, s'efface. La technique, travaillant à travers lui, a produit une révolution sociale. Mais on ne peut pas dire qu'il avait l'intention des conséquences sociales de ses actions. Moi, je trouve ça tout à fait frappant. Comment le pétrole a structuré l'évolution du capitalisme au XXe siècle? Il se trouve que les profits de la Standard Oil ont généré les deux piliers de Wall Street pendant tout le XXe siècle. Les deux plus grandes banques américaines, la Chase Manhattan et Citibank, se trouvent être des banques du pétrole. Ce sont des banques Rockefeller. Et cette notion de pilier de l'évolution de Wall Street assis sur ces deux grandes banques, qui sont des banques qui ont prospéré grâce fondamentalement au profit de la Standard Oil, répercuté comme ça sous forme d'avalanche avec des notions d'invariance d'échelle dans toutes les activités industrielles. Cette manière dont les profits du pétrole ont innervé la richesse américaine, on la retrouve jusqu'à y compris dans la structuration de la réserve fédérale américaine. Alors, je ne vais pas raconter cette histoire, mais l'anecdote est tout à fait vertigineuse. Les statuts de la réserve fédérale, qui est une banque, qui est une association de banques privées, ont été créés par fondamentalement les représentants de ces deux banques et d'une troisième banque, qui est la troisième grande banque américaine du XXe siècle, qui est la maison Morgan, JP Morgan. Et il se trouve qu'il y a un lien intime entre la JP Morgan et l'industrie du pétrole. Je donnerai juste... Alors, la maison Morgan a beaucoup prospéré sur le transport du pétrole, parce qu'ils avaient des capitaux énormes dans les chemins de fer, et le transport du pétrole se faisait essentiellement par les chemins de fer. Et c'est le pétrole qui était la source principale de profit pour les chemins de fer américains. Et il se trouve que la maison JP Morgan a fini par être hébergée, a fini par avoir son siège dans les années 70 dans la tour Exxon, à partir de 1970. Donc là, c'est là encore un indice très intéressant. Autre indice, qui moi, ça a été une découverte en faisant l'histoire d'un point de bascule de l'histoire économique moderne, qui est le choc de 73. Alors en regardant le choc de 73, je me suis aperçu de quelque chose que j'ignorais complètement, c'est qu'on peut tracer un parallèle entre ce qui se passe en 73 et ce qui s'est passé en 2008.
c'est un terrain sur lequel je prends un peu des risques, mais il me semble que l'analogie est tout à fait frappante. Il se trouve que l'inflation générée par 73 a induit, par le choc de 73, par le choc pétrolier de 73, a induit une envolée des taux d'intérêt, que cette envolée des taux d'intérêt a créé la première crise sur le marché hypothécaire qui a abouti à la faillite de la ville de New York, à la banqueroute de la ville de New York. La ville de New York, à l'époque, alimentait son programme social par des prêts hypothécaires. Ces prêts hypothécaires, après l'envolée des taux d'intérêt de 73, ça s'est retrouvé à pousser la ville de New York au bord de la banqueroute. Et à partir de 75, la ville de New York a été mise sous tutelle par ces trois grands créanciers, qui étaient la Chase Manhattan, présidée par David Rockefeller, le petit-fils, Citibank et la maison Morgan, JP Morgan. Et il se trouve que en 75, tout le programme social, notamment le programme immobilier de la ville de New York, est arrêté. Et le poids de cette dette a failli couler. David Rockefeller raconte ça dans ses mémoires. Le poids de ces junk bonds a failli couler la Chase Manhattan. Et on a il y a un événement qui est assez vertigineux. On voit en octobre 75, David Rockefeller, accompagné du patron de Citibank et de la Morgan Guaranty, de JP Morgan, aller plaider dans le bureau du président Ford un bail-out, comme on a eu en 2008. Je vous ai mis là le titre d'un journal, d'un tabloïd de l'époque. Dans un premier temps, le président Ford a dit non. Et puis finalement, le risque systémique économique était tellement important que Ford a poussé le Congrès à racheter la dette, en fait, le Congrès américain a racheté la dette de New York. Et c'est assez intéressant, c'est peut-être pas tout à fait anecdotique, de se rappeler que le vice-président des États-Unis à l'époque s'appelait Nelson Rockefeller. Donc c'était le frère de David. Donc il faut imaginer cette scène dans le bureau ovale avec David Rockefeller qui vient plaider auprès du président Ford et de son vice-président Nelson la possibilité de sauver la Chase Manhattan de la banqueroute. Donc la Chase Manhattan va être sauvée grâce aux deniers publics américains, pas la ville de New York, puisque cet événement marque la descente aux enfers de la ville de New York. J'ai mis là une photo de Taxi Driver, qui est un peu un symbole de la fin en fait, de l'âge d'or des politiques sociales, permise, je pense, en partie par la capacité fabuleuse de l'industrie pétrolière, qui est la première industrie aux États-Unis, à l'époque, à générer des profits permettant de financer le welfare state. La Chase Manhattan a été sauvée à ce moment-là, d'une part par les capitaux prêtés par les contribuables américains, et elle a été sauvée par un deuxième phénomène qui était l'afflux de pétrodollars généré par l'envolée des cours du baril en 1973. Citibank s'en est mieux sorti, parce qu'ils étaient moins exposés que la Chase Manhattan à ces prêts hypothécaires, mais c'est assez rigolo de constater que 15 ans plus tard, Citibank va être sauvé à nouveau d'une nouvelle bulle sur le marché de l'immobilier par le prince Walid Al Saoud, qui est le petit-fils du fondateur de l'Arabie Saoudite, et qui, sur ses propres deniers, va investir un demi-milliard de dollars à l'âge de 35 ans, c'est un assez joli magot, pour, à nouveau, sauver Citibank. Donc il y a quelque chose qui se passe comme si cette capacité du pétrole à être une source de profit sans aucune mesure pour des raisons purement physiques, donc l'or noir, c'est la seule industrie qui réclame très peu d'investissements marginaux, donc il n'y a aucune industrie qui génère autant de profits. Donc ce parallèle nous oblige à considérer très, très sérieusement
le rôle que peut avoir cette source de profit sans commune mesure, sans égal, dans la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'or noir n'est plus ce qu'il était et que les coûts marginaux d'investissement, que ce soit au large du Brésil, que ce soit en Arctique, que ce soit dans les sables bitumineux, ces coûts marginaux sont désormais tout sauf négligeables et le pétrole est en train de devenir une industrie comme les autres où si on veut continuer la production, il faut investir énormément. Aujourd'hui, on a Total qui a dû remettre sur l'étagère un projet à 10 milliards de dollars d'investissement dans les sables bitumineux au Canada parce que le projet n'était pas rentable, non pas aujourd'hui avec un baril à 60 dollars, mais il n'était pas rentable avec un baril à 110 dollars. Alors, je termine ce parallèle, et c'est un peu une ouverture. Je vous propose cette question. Dans quelle mesure on peut considérer que la crise de 2008, dite crise des subprimes, donc crise du marché, éclatement d'une bulle d'un marché hypothécaire, compte tenu de ce parallélisme avec le choc de 73, ça c'est une des pistes de réflexion que je propose dans le bouquin. Dans quelle mesure on peut considérer que la crise de 2008 est un choc pétrolier? Alors, là, je vous propose ce graphique qui met en parallèle le coût du pétrole avec l'un des taux directeurs principaux de la Fed. Il se trouve qu'à partir de 2003, on voit la Fed augmenter palier par palier son taux directeur. Et à chaque fois, on a les minutes des discussions qui aboutissent à ces décisions politiques. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on monte une de ces petites marches, la justification qui a été donnée, c'est bien entendu de lutter contre l'inflation, mais la source principale d'inflation, la source de danger principale pour la rentabilité du système bancaire américain, c'est ça. C'est l'augmentation. Vous connaissez cette augmentation faramineuse, sans précédent par son ampleur. Hein, si le choc de 2008 c'est un choc pétrolier, ce n'est pas vraiment un choc, c'est une lame de fond. C'est-à-dire que les chocs pétroliers précédents, c'était très abrupt. C'était une inflation brutale. Là, on a une phase, c'est plus comme une lame de fond, c'est sur 8 ans. Si on a un lien aussi intense, et je conclurai là-dessus, simplement en guise de proposition de réflexion, si on a un lien aussi intense, si input énergétique et activité économique avancent de conserve, quelles conséquences on peut en tirer pour la suite? Je pense que François Rodier nous a donné quelques pistes. Moi, j'en sais rien, je me contente d'un rôle d'observateur, mais je pense que c'est une source de réflexion fertile, je crois. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour Mathieu. Moi j'en avais une, ce qui était de savoir si ce que tu as présenté tout à l'heure concernant l'invasion allemande en Russie était quelque chose qui pouvait se généraliser à la tentative d'annexion de l'Afrique du Nord, toujours par les Allemands, parce que de mémoire, à cette époque-là, les deux endroits où il y avait du pétrole accessible, etc., c'était l'Afrique du Nord et c'était la Caspienne. Et est-ce que si cette analyse te convient, on peut aussi considérer que le moment où les Allemands ont été boutés hors de l'Afrique du Nord a été un déclencheur de l'invasion, enfin, je ne sais pas si c'était un déclencheur, mais enfin voilà, en gros, si ça participait de la même stratégie globale. L'idée stratégique des Allemands, c'est de manière explicite d'arriver. Hitler a dit qu'il espérait que les forces de l'Axe, les forces allemandes et les forces japonaises pourraient se retrouver à Bassora. Donc Bassora, c'est la plus belle source, c'est le pétrole de Mésopotamie. L'idée de Rommel, c'était de mettre la main non seulement sur le canal de Suez par lequel transitait l'essentiel du flot pétrolier venant du Golfe Persique, c'était aussi de mettre la main sur ce que le journal, je crois que c'est le Times,
qui a dit que l'oléoduc qui permettait de sortir le pétrole d'Irak jusqu'à Haïfa, c'était l'artère carotide de l'Empire britannique. Donc il y a explicitement cette idée d'obtenir les sources d'énergie qui faisaient défaut à l'Allemagne. Et on constate historiquement très clairement que le point limite de la puissance nazie, c'est quand les Alliés parviennent à bombarder, après des efforts extrêmement longs, difficiles, complexes, arrivent à toucher les usines d'hydrogénation, les usines de carburant synthétique. Bastogne, la dernière contre-offensive nazie, dans les Ardennes, ils arrivent à disposer une puissance mécanique sous forme de chars beaucoup plus importante que ce qu'avaient les Alliés à cet endroit-là, à ce moment-là. L'échec de la contre-offensive des Ardennes, c'est un manque de carburant. Albert Speer, qui était responsable de l'approvisionnement industriel de l'armée nazie, le dit très clairement dans ses mémoires, qu'il a écrites à Spandau. Il dit, voilà, on s'est retrouvé à court de brut. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'histoire japonaise aussi. La puissance de la marine japonaise dépendait exclusivement du pétrole américain et plus précisément du pétrole de Californie. Et l'idée de l'autre grande bataille, symboliquement peut-être si on en retient deux dans toute la Deuxième Guerre mondiale, ça serait Stalingrad et Pearl Harbor. L'idée stratégique de Pearl Harbor, c'est de repousser le plus possible la marine américaine au fond du Pacifique pour permettre d'avoir le temps de fondre sur l'autre grande source à l'époque de pétrole, qui est le pétrole des Indes néerlandaises, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'Indonésie. D'ailleurs, je dis en passant, l'Indonésie a franchi son pic pétrolier de manière irréversible, a dû même sortir de l'OPEP. Et les stratèges, ce qui est intéressant, c'est là où l'histoire humaine, de la volonté, hein, les nazis parlaient du triomphe de la volonté, ce triomphe de la volonté n'a pas pu, le film de Leni Riefenstahl, ce triomphe de la volonté n'a pas pu advenir. Je pense que s'il n'a pas pu advenir, c'est notamment parce qu'on avait deux nations qui avaient une grande volonté belliqueuse, mais qui manquaient d'une source d'énergie abondante et pas chère. Source d'énergie abondante et pas chère dont disposaient les deux grandes puissances de la deuxième partie du XXe siècle, que sont les États-Unis et l'URSS. Je ne veux pas faire croire que j'interprète tout à travers cette notion-là, mais à travers les explications que donne François Rodier ou d'autres, on comprend bien que l'énergie, c'est la capacité à changer d'une chose, à changer l'état des choses autour d'elle. Sans source d'énergie abondante pour effectuer la puissance demeure une chimère. Et le triomphe de la volonté n'advient pas. Oui, Gaëtan Levinfos, j'ai une question en ce qui concerne, vous avez présenté la situation de John Rockefeller comme étant acculé à devoir créer un carter pour pouvoir permettre l'usage du pétrole dans le monde comme le moyen d'énergie la plus à même de développer notre économie. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Bill Gates, qui également, en imposant son logiciel dans toutes les machines, toutes les portables et tous les moyens électroniques, a ainsi imposé dans le monde également un logiciel commun pour tout le monde et un langage commun. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre les deux? Moi, ça me fait penser à la notion d'enzyme ou de catalyseur. Je pense qu'il y a deux termes. Il y a l'input énergétique et il y a son efficacité. Si on veut réviser un peu la fonction économique à l'aune de ce qu'on sait de la thermodynamique, peut-être qu'il y a l'input énergétique, ça c'est une chose, et le deuxième facteur essentiel, c'est l'efficacité énergétique. Et probablement que la généralisation de l'informatique coïncide avec une intensification de la qualité de l'exploitation des flux énergétiques. Donc oui, dans ce sens-là, à mon avis, il y a un parallèle. C'est assez intéressant de voir que le rythme de croissance mondiale marque le pas à partir de 1970. 1970, c'est le pic pétrolier américain, enfin un pic pétrolier, en tout cas le pic du pétrole conventionnel américain, et c'est aussi, ça coïncide aussi avec les débuts de l'informatisation. Donc peut-être que c'est un terme différent, c'est pas l'input énergétique qui joue là, c'est l'efficacité avec laquelle l'input énergétique se joue.
Mais tous les phénomènes ultérieurs sont des phénomènes aussi de recherche peut-être, de recherche d'une maximisation de l'efficacité énergétique. La mondialisation, c'est quoi sinon la capacité à aller chercher des coûts du travail bien inférieurs parce qu'on a du fuel en abondance et pas cher pour faire fonctionner les supertankers. Il n'y a pas de mondialisation sans énergie abondante et pas chère. Merci Mathieu pour ton exposé. Tu nous as très bien... Je vais lui virer sa tête de con à lui. Décrit. D'accord. Je vais en mettre une autre. Je te laisse 5 minutes. Pardon, je ne devrais pas dire ça. Oui, pardon. Myrto Tripati, Global Compact. Tu nous as très bien exposé les liens entre accès à une énergie abondante et pas chère, en l'occurrence le pétrole, et les risques géopolitiques et sécuritaires avec les 2 grandes guerres mondiales. On aurait pu citer les guerres du Golfe, mais tu l'as cité indirectement en parlant des liens entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, par exemple. Aujourd'hui, on sait que l'entreprise terroriste Daesh a un budget de 200 000 milliards de dollars qui s'appuie à 80% sur les ressources présentes sur le territoire qu'il contrôle, en particulier le pétrole et le gaz. Donc ces problématiques sont toujours aussi prégnantes, même si les coûts d'extraction et d'exploitation des gisements pétroliers sont un peu plus élevés que ce qu'ils étaient à l'époque. Comment est-ce que tu expliquerais le fait que la problématique géopolitique et sécuritaire liée à l'accès énergétique soit aujourd'hui beaucoup moins présente dans le débat et qu'aujourd'hui l'accès à l'énergie est surtout traité sous l'angle économique et climatique? Elle est absente du débat peut-être en France, aux États-Unis par exemple, elle est centrale. C'est-à-dire que moi, c'est une des choses que je mets en avant dans le bouquin, c'est que les tenants, les organisateurs, les administrateurs de la puissance américaine, on l'a vu avec le président Coolidge par exemple, dont le successeur est un géologue. Hoover, le président Hoover, c'est un chef d'État, il était géologue, il faisait de la prospection. Je pense que nous, on perd ça de vue en Europe, encore que ce qui se passe en Ukraine actuellement nous rappelle la physique à notre bon souvenir. Mais peut-être qu'en France, on croit... L'histoire du pétrole est une histoire largement anglo-saxonne et on ne perd pas du tout cet enjeu de vue. Les Chinois ne le perdent pas de vue, ce sont aujourd'hui les premiers opérateurs pétroliers en Irak. Mais par contre, peut-être qu'en France, on a tendance un peu trop, comme disait Mitterrand, à croire aux puissances de l'esprit. Moi, je pense que c'est intéressant d'avoir une approche beaucoup plus pragmatique des choses. On ne peut pas effectuer la puissance s'il s'agit d'effectuer la puissance à travers la croissance économique ou les activités militaires sans avoir des ressources énergétiques adéquates. Et au Shift, on essaye, notamment à Bruxelles, de souligner un phénomène intéressant. Là, depuis 2 ans, l'Union européenne s'interroge beaucoup sur sa dépendance à l'égard du gaz venu d'ex-Union soviétique. On oublie un petit peu vite qu'au-delà de ces phénomènes humains, de ces aléas humains, il y a des phénomènes géologiques. Il se trouve que nos 2 sources d'hydrocarbures les plus proches, la mer du Nord, et on n'y pense pas souvent, mais c'est tout à fait réel, l'Algérie, ont probablement, il est très vraisemblable que l'Algérie et la mer du Nord aient franchi un pic géologique irréversible. Quant à la Russie, l'Agence internationale de l'énergie souligne depuis un certain nombre de rapports qu'à défaut d'avoir des investissements adéquats, la production russe, les puits pétroliers russes sont exploités depuis un siècle, sont menacés par un déclin structurel, faute d'investissements suffisants. Le problème se pose également en Iran. L'Agence internationale de l'énergie a écrit « Si les sanctions durent trop longtemps, si on a trop de défauts d'investissement structurel dans la capacité à sortir le pétrole difficile maintenant qui reste à exploiter, que ce soit en Russie ou en Iran, mais le problème se pose également au Koweït, le problème se pose en fait dans toutes les zones pétrolières matures, on a un déclin géologique potentiel. Et au-delà de ça, c'est le graphique que je montrais au début, on rentre en terrain, dans un terrain historique inconnu. Maxime Debray, donc Université Rouen, je suis enseignant-chercheur. Alors
Alors, les 30 Glorieuses, bon, on a eu effectivement une grande manne suite au pétrole et le premier choc. On a eu le déclin de l'automobile en Amérique du Nord. Elle a été aussi due... Il y a un déclin de l'automobile en Amérique du Nord ? Les années 70, les muscle cars, hein, la période où on était dans les voitures à très grosse cylindrée et très grosse consommation, c'est aussi effondré par des lois environnementales sur la qualité de l'air notamment, qui ont catalysé cette décroissance, qui a repris par la suite. Est-ce que si on contraint à l'heure actuelle le pétrole, bon, ça me coûte de dire ça, étant paléoclimatologue, si on contraint actuellement le pétrole par des lois environnementales, est-ce qu'on risque inévitablement de le payer d'un point de vue économique ? J'ai presque envie de redonner le micro à François Rodier. Il faut baisser la température du système. Il faut se rapprocher de... On est sûrement nombreux dans cette salle à être d'accord avec ça. Il faut se rapprocher de cycles économiques aussi réversibles que possible. Et pour qu'ils soient plus réversibles, il faut qu'ils s'effectuent plus lentement. Et non, c'est ça, en quelque sorte. Bon, je vulgarise. Hein, je suis pas... On est obligé de croire hein, quand on n'est pas scientifique. Je sais pas si j'ai répondu. Florian Tétu, je suis anciennement Shift Project. Bon, déjà, j'émettrais quelques réserves sur la crise new-yorkaise. Parce que New York, les années 60, années 50-60, c'était aussi l'ère des maires un peu socialistes sur les bords. Alors, oui. Alliés avec un peu des urbanistes mégalos comme Robert Moses. Non, en fait, le maire de New York, enfin, la personne qui est le maire de New York à l'époque, c'est assez intéressant, qui est en charge du programme social de la fin des années 60 et qui s'effondre après le choc de 73, c'est un protégé de David Rockefeller. C'est ce qu'on appelait les républicains Rockefeller, c'est-à-dire c'était des républicains modérés, keynésiens. Et la grande rupture, vous savez que Hayek a eu son prix Nobel en 74. Donc il y a un basculement. Les Rockefeller sont des keynésiens, sont des philanthropes, ce sont les plus grands philanthropes de l'histoire en termes de... La Révolution verte, par exemple, c'est la Fondation Rockefeller et la Fondation Ford. Donc j'émettrai des réserves sur tes réserves. C'est pas une histoire de socialiste du tout. Hein. Non, mais je veux dire, pardon, je t'ai pas bien écouté. C'était un peu un conflit avec déjà la tradition fédéraliste américaine. Et déjà, c'était des dépenses qui n'étaient pas forcément compatibles avec un certain urbanisme plus ou moins technocrate, notamment incarné par la personne de Robert Moses, qui a été un grand dépensier pour des projets qui n'étaient pas forcément... bref, de toute façon, on ne va pas rentrer dans l'urbanisme new-yorkais, ça ne sert pas à grand-chose. Mais donc, pour abonder plutôt dans ton sens, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi cette particularité du pétrole quand les politiciens et notamment les diplomates l'ont pas comme driver de leur action, le pétrole a cette capacité à se remettre sur le premier plan. Par exemple, lors de la détente, où le pétrole n'a pas du tout été la priorité des Américains ou des Russes, on a vu ce que ça s'est passé entre 69 et 73 avec la résurgence du conflit israélo-arabe et du conflit irano-américain. Tu ouvres beaucoup de portes. Je sais pas ce que je peux... Il y a un phénomène, moi, je trouve fascinant, c'est que le chaos sans cesse croissant qu'on voit émerger au Moyen-Orient, il se trouve que la genèse de ce chaos coïncide beaucoup avec l'afflux de pétrodollars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les systèmes étatiques, que ce soit en Irak, que ce soit en Arabie Saoudite, acquièrent une puissance tout à fait anormale grâce au flot de pétrodollars fournis par les deux chocs pétroliers. Avec notamment la capacité des Américains à vendre des AWACS, c'est-à-dire la pointe de la technologie militaire américaine, aux Saoudiens, contre le lobby israélien à ce moment-là. Le fait que, par exemple, Kissinger a dit il y a quelques années que quand ils ont commencé à vendre la technologie nucléaire aux Iraniens, aux Shah d'Iran à l'époque, ils ne se sont pas du tout posé le problème de la prolifération. Il y avait des marchés à prendre là-bas. Voilà, c'est des phénomènes qui ressemblent à des colonies de bactéries ou à une fourmilière sur laquelle d'un coup on déverse beaucoup de sucre
et cette fourmilière se met à s'exciter de manière chaotique. La guerre Iran-Irak, par exemple, on l'a oublié, celle-là, cette pauvre nation irakienne qui est en guerre ou sous embargo depuis maintenant plus d'une génération, le point de départ, c'est ces deux nations qui se retrouvent avec une richesse et une technologie militaire complètement anormales. Enfin, c'est des changements sociaux qui sont d'une brutalité. Qu'est-ce que c'est qu'être saoudien, quoi, ou qu'est-ce que c'est qu'être irakien entre les années 30, un peuple de bédouins. Vous savez, les Saoudiens disent, enfin, on dit que les Saoudiens disent, je ne sais pas si c'est vrai, ils ont ce proverbe. Nos grands-parents nos grands-pères avant se déplacer en chameau. Je me déplace en 4x4. Mon fils se déplacera en jet privé et son petit-fils se déplacera en chameau. Il y a une sagesse là-dedans qui est assez, qui mérite l'attention, je trouve. C'est-à-dire que l'histoire du 20e, enfin, l'histoire du progrès, c'est, je pense, beaucoup l'affaire d'une illusion où on a tendance complaisamment à voir l'homme avec un grand H comme étant au centre de la scène. En réalité, le progrès, c'est une affaire de flux physique en expansion, on le voit ici, exponentielle, et l'emprise de la décision politique humaine sur des flots énergétiques qui dépassent qui dépasse l'entendement, littéralement, cette emprise, elle échappe à la dimension humaine de plus en plus à mesure que le flot d'énergie et la technique qui est mobilisée par elle enfle. Et je pense que le drame de ce qui se passe en Irak a beaucoup à voir avec ça, entre autres. Bonjour, je suis François-Marie Brion, je suis climatologue. J'ai participé à la rédaction du dernier rapport du GIEC. Et en fait, sur votre courbe derrière vous, en fait, la courbe verte et rouge, ça ressemble un petit peu, enfin très très grossièrement, aux deux scénarios extrêmes qui sont considérés pour l'avenir du climat au XXIe siècle. Et en fait, il y a des gens qui me disent que, de toute façon, la courbe rouge, donc l'hypothèse la plus défavorable pour ce qui est du changement climatique, est complètement incompatible avec les ressources géologiques. Et puis, il y a d'autres gens qui me disent le contraire. Et donc, je voudrais savoir si vous avez une opinion un peu informée là-dessus sur... Est-ce que les ressources géologiques sont effectivement compatibles avec le rouge ou de toute façon, même sans vraiment faire des efforts pour le climat, on va partir sur un truc qui ressemble au vert? Alors j'ai interviewé récemment Fatih Birol, qui est le directeur économique, alors maintenant qui est le patron de l'Agence internationale de l'énergie. Il insiste beaucoup sur le fait que cette courbe rouge, donc un peu le business as usual, qui est la projection du scénario médian, enfin du scénario de référence plus exactement, de l'Agence internationale de l'énergie, ne pourra être réalisé pas grâce, par exemple, au boom des pétroles de schiste aux États-Unis, parce que pour l'AIE, il y a un pic, un second pic, et des limites des ressources en pétrole de schiste qui font que la production pétrolière américaine entrera à nouveau en déclin. C'est ce que dit Washington aujourd'hui, dans son scénario de référence. C'est ce que dit, du coup, l'Agence internationale de l'énergie, qui répercute ce scénario, dit que la production américaine déclinera à nouveau, probablement aux alentours de 2020. Ce qui permet d'accomplir cette courbe rouge, je l'ai mis là, pour l'AIE. Ah, non, ça c'est une version précédente, c'est l'Irak. En fait, ce qui est là, ce qui permet de compenser le déclin de la production des zones matures, comme... l'Algérie, comme la mer du Nord, comme le Mexique, c'est le Moyen-Orient, et précise l'AIE, c'est essentiellement l'Irak. Alors, peut-être que c'est possible. Effectivement, l'Irak, c'est un peu le fou dans cette fin de partie du pétrole. C'est la seule zone sur Terre où on sait qu'on peut développer encore de manière substantielle la production de pétrole conventionnel. Je vous laisse imaginer, compte tenu de la situation actuelle, les enjeux géopolitiques chaotiques qu'il y a derrière cette notion de se dire que la clé de voûte de l'avenir de la production pétrolière mondiale, c'est l'Irak. Alors, on se rapproche de la fin. On a encore 2 questions à prendre. Pierre-René, il y en a une ici. Pierre, une seconde. Bon, alors tu vas la prendre, puis il y aura Pierre juste après toi. Et puis, comme tout à l'heure, on aura l'occasion de discuter avec Mathieu pendant toute l'heure du repas.
Et en plus, il a tendance à faire des réponses un peu développées, donc il n'y en a plus que 2. Voilà. Et des questions rapides et des réponses rapides. Pierre-René Bocquis, donc moi j'ai passé ma vie dans le pétrole, et je dis chapeau, parce que c'est un travail, je dirais, de mise en perspective du développement de l'industrie pétrolière et de ses liens avec tout le reste de l'économie, remarquable. Merci beaucoup. Alors, je pense que le Shift est un des très rares think tanks à s'intéresser au pétrole. Tous les gens qui travaillent sur l'énergie s'intéressent à tout sauf au pétrole. La loi de transition énergétique, le mot pétrole n'apparaît à peu près pas, alors que c'est au cœur de ce que tu as dit, des enjeux de puissance, etc. Et ma question, est-ce que le Shift envisage, elle, de donner des idées à gens qui nous gouvernent sur ce qu'on devrait faire en matière pétrolière? On s'est complètement désengagé. L'État ne met plus aucun argent, par exemple, dans la R&D, sous prétexte qu'il y a une société qui gagne de l'argent, même si elle en perd en France. Et on a un président de la République qui, visiblement, ne comprend pas du tout la question pétrolière. On peut rappeler un ministre de l'Environnement qui le comprend encore moins. Donc, est-ce que le Shift pourrait être un porte-parole, un petit peu? Les pétroliers, ils sont dans les tranchées. C'est confidentiel ou pas? Voilà. Jean-Marc, c'est confidentiel. Juste, je rappelle que la société dans laquelle tu as fait ta carrière, Total, c'est assez intéressant de voir que Total, bien qu'ayant doublé ou triplé, je crois, ses capex, ses capitaux investis dans la production au cours des 10 dernières années, a vu sa production de pétrole chuter de plus d'un tiers en 10 ans. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit ici, c'est une image que j'aime bien parce qu'elle est facilement compréhensible. On met de plus en plus d'engrais, mais la récolte est de plus en plus mauvaise. Il y a peut-être un problème dans le sol. Donc sur la question que tu poses, je laisse la parole à Jean-Marc parce qu'on est sur des éléments politiquement sensibles, donc je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais on a des choses dans les tuyaux, oui, dans le pipeline. On peut tout dire. Je vais rebondir sur la question de François-Marie tout à l'heure pour dire que l'hypothèse de travail au Shift, si je résume, c'est qu'il y a trop de combustibles fossiles sur Terre pour préserver un climat stable et déjà plus assez de pétrole, qui est une des énergies, mais qui a des caractéristiques très particulières pour que l'Europe retrouve la croissance. Voilà, une fois que je t'ai dit ça, je t'ai dit quelque chose qui ressemble à notre postulat de départ, ce qui veut dire que notre hypothèse de travail, par ailleurs, et ça rejoint l'intervention de Rodier tout à l'heure, c'est que toute transition à laquelle on réfléchit doit se faire à économie en décroissance, si je suis un peu violent sur les termes, et non pas avec de la croissance verte qui va nous ramener de l'argent en plus de celui qu'on a déjà, qui permettra de faire les trucs qui sont sympathiques. C'est une manière de répondre à ta question. Voilà. C'est une hypothèse de travail, hein. On n'a pas de boule de cristal, mais c'est une hypothèse de travail. Et pour répondre à Pierre-René, breaking news, on vient de faire partir il y a 2 jours au patron de la DG Énergie à Bruxelles une proposition d'organisation d'un travail, des scénarios d'approvisionnement haut et bas en pétrole et en gaz de l'Europe à l'horizon de quelques décennies, nonobstant toute limitation qu'on pourrait s'imposer à nous-mêmes par ailleurs pour des questions climatiques. Donc en gros, je prends l'enveloppe du physiquement possible au regard de ce que Mère Nature a fait et pas fait et du nombre de consommateurs qu'il y a ou pas sur la planète Terre, et on regarde si on peut en dériver des scénarios haut et bas d'approvisionnement au regard de simplement cet input-là. Donc la proposition est partie il y a 2 jours. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on propose de faire ce travail et on propose de le faire d'une manière transparente et réfutée, c'est-à-dire à la sauce LSCE beaucoup plus qu'à la sauce presse grand public, donc avec des données raisonnablement sourcées, raisonnablement réfutées et une méthode transparente qui permet d'arriver à des conclusions. Donc voilà, c'est une proposition qu'on fait, donc on essaye de porter le sujet, non pas au sens de « faut défendre les pétroliers et leur donner plein d'argent », mais juste au sens de « faut comprendre là où on est ». Et ne pas faire des plans qui partent d'une base de départ qui ne coïncide pas avec les faits observables. C'est absolument évident. Voilà, donc j'espère que c'est une réponse. À la sauce LSCE, le LSCE, c'est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et quand je dis à la sauce LSCE, c'est à la manière de la littérature scientifique ordinaire, c'est-à-dire on dit ce qu'on fait, on l'expose de manière transparente, on se fait réfuter, et si ça résiste à peu près au jugement des autres personnes qui savent faire une règle de 3, alors on pense qu'on a un résultat. Pour la dernière question ici. Oui, Pierre Lachaise. Je voudrais profiter de la présence d'un représentant du GIEC pour y voir clair, peut-être de façon un peu définitive. Moi, j'ai compris sur le dernier rapport du GIEC, grâce notamment aux présentations de Cédric, que normalement, pour être compatible avec pas plus de 2 degrés à la fin du siècle,
il n'y avait plus d'émissions de CO2 à partir de 2060, peut-être 2070. Des émissions négatives même. Et après, on passait en émissions négatives. Donc, normalement, si plus d'émissions de CO2, pour moi, ça veut dire on ne brûle plus de pétrole quelque part dans le monde, quoi. Et là, en 60-70, on est au niveau de production de pétrole des années 80-90. Donc, juste pour dire que ces schémas de l'AIE qu'on dit compatibles avec plus de degrés à la fin du siècle, ça me paraît, quoi, il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi. Bah, sauf à dire qu'on arrive à stocker tout ce qu'on brûle en pétrole à partir de là. Mais en tout cas, on a intérêt à laisser le Charles de Gaulle dans le golfe Persique. Est-ce qu'on est au moins d'accord pour dire que, à part la question du stockage, sauf si on peut tout stocker, on ne brûle plus de pétrole à partir de 2060-2070 ? Ouais, là, on parle du pétrole, mais il ne faut pas oublier que le charbon, les émissions de CO2 dans l'atmosphère sont d'abord dues au charbon et plus au pétrole. Donc finalement, si on mettait l'ensemble, on pourrait imaginer que le charbon passe à zéro et qu'on continue à brûler un petit peu de pétrole et ça conduit à avoir notre réduction de 80% quand même. Une remarque de contexte, tout le monde sait ici que la source d'énergie qui se développe aujourd'hui le plus, c'est le charbon. Ceci dit, le dernier rapport du GIEC nous dit que le dernier rapport de l'AIE nous dit que le gaz naturel, donc cette forme légère d'hydrocarbures, est tellement la voie royale de la transition énergétique qu'elle devrait devenir la première source d'émissions supplémentaires dans les décennies à venir. Donc on choisit toujours la pente de plus faible résistance, avec notre cerveau reptilien. Bien, on va remercier Mathieu encore une fois, bravo. Merci.